C'est évident que l'entreprise à mission s'inscrit dans un temps long et on est dans une ligne de tension qui résume aujourd'hui tous les paradoxes du capitalisme. Une grande multinationale cotée en bourse peut-elle respecter sa raison d'être, sa mission? Vraiment, peut-elle résister à la pression des marchés? Peut-elle en même temps aller bien et faire le bien? Au printemps 2019 naissait l'entreprise à mission qui nous promettait de réconcilier profit et intérêt général. Alors, promesse tenue ou pas, eh bien, c'est ce qu'on va voir avec notre invitée Geneviève Ferron-Creuset. Bonjour. Bonjour Charlotte. Et bienvenue sur le plateau de Way. Merci beaucoup d'être venue répondre à nos questions. Vous êtes une spécialiste de cette question des entreprises à responsabilité. Promesse tenue ou pas ? Alors dans le cas de Danone, on est complètement dans le cas de figure où c'est à l'épreuve des balles, c'est comme on dit à l'épreuve du réel, avec cette crise du Covid qui précipite, en tous les cas qui impose son calendrier. Alors pour bien comprendre cette épreuve du feu dont vous parlez, on va redérouler le fil à l'envers pour qu'on comprenne bien ce que c'est qu'une entreprise à mission. Pour le public, ceux qui nous écoutent, une entreprise à mission, ça va beaucoup plus loin que la simple RSE, hein, c'est ce qui a été instauré par la loi Pacte. Ça implique quoi d'être une entreprise à mission? Alors, la grande différence avec la RSE, si je peux être synthétique, c'est qu'en fait, ce sujet de la contribution à l'intérêt général, au bien commun, ce sujet de la contribution qui en fait se traduit dans les modalités de création de valeur et le partage de la valeur, sont maintenant des questions qui relèvent du conseil d'administration et de la direction générale de l'entreprise. Alors que la RSE était un sujet qui, sans vouloir renier tout ce qui a été fait, est monté en puissance progressivement, mais qui a toujours été considéré comme étant périphérique, discrétionnaire, c'est-à-dire, vous savez, il y a cette formule en anglais, on dit nice to have, c'est pas must have, c'est nice to have, c'est-à-dire que oui, ça serait quand même bien pour notre risque d'image, pour notre réputation, pour notre attractivité, parce qu'on anticipe une réglementation croissante dans tel ou tel secteur, donc on va essayer quand même de faire nos meilleurs efforts de façon de, voilà, peut-être même d'en tirer profit en termes d'innovation. Mais la RSE a rarement franchi les portes d'un conseil d'administration, rarement évoqué dans une assemblée générale. Et c'est là la différence avec l'entreprise à mission, parce que c'est de la responsabilité du conseil d'administration de décider ou pas de se doter d'une raison d'être et de s'inscrire dans une perspective de devenir une entreprise à mission. Mission qui doit être sociale ou environnementale. On va rappeler que c'est une démarche volontaire, mais surtout contraignante. Hein. Ça engage formellement les dirigeants et les actionnaires. Et surtout, c'est contrôlé. Oui, alors c'est en ça que c'est très différent de la RSE, même si celle-ci est soumise à des obligations de reporting. Mais ces obligations de reporting pour la RSE étaient en fait très normatives. Et l'entreprise, avec des impératifs de RSE, devait parfois renseigner des champs sur lesquels elle était peu exposée, où il n'y avait pas grande marge de manœuvre. Avec l'entreprise à mission, c'est effectivement le conseil d'administration et les actionnaires, parce qu'il faut un vote de 2/3 des actionnaires en assemblée générale, extraordinaire. Donc les actionnaires sont aux premières loges, c'est-à-dire qu'ils acceptent cette mission, au sens littéral du terme. Cette mission, si vous l'acceptez, ça veut dire qu'on va divertir une partie des ressources pour aller mettre en œuvre cette mission, qui peut être, comme vous l'avez dit, de nature sociale et environnementale. D'abord, c'est facultatif. Deux, l'entreprise, la mission que se fixe l'entreprise, eh bien, c'est de la responsabilité de ses parties prenantes, de son conseil d'administration, de ses actionnaires. C'est pas l'État qui va dire « Ah, vous êtes dans tel secteur d'activité, voilà votre mission ». Donc, c'est une plage de liberté, là où l'entreprise pense qu'elle a une majeure, en quelque sorte, qu'elle a quelque chose à apporter au monde. Et dans cette plage de liberté, l'entreprise va être contrainte, effectivement. Elle va devoir allouer des moyens, nommer un comité mission, c'est-à-dire des personnes, au moins un salarié déjà. Au moins un salarié. Et en général, alors quand c'est moins de 50 collaborateurs dans l'entreprise, c'est un salarié. Au-delà, ça peut être un comité mission dont le nombre c'est quelque chose qui est entre un conseil d'administration et un comité de parties prenantes. Et puis, il y a un contrôle externe avec des organismes indépendants. Alors, avec quelles conséquences si elle ne remplit pas sa mission, justement ? Alors, le cadre de la loi, en fait, il y a quatre étapes. D'abord, vous dotez d'une raison d'être.
des objectifs sociaux et environnementaux que l'entreprise se donne pour mission de remplir au titre de sa raison d'être, la création d'un comité mission et publier un rapport 18 mois après l'obtention de ce statut. Et ce rapport va être validé par un organisme tiers indépendant. Et c'est là qu'on se creuse un peu la tête, si je puis dire, parce que c'est aussi nouveau. Et c'est récent, ça. C'est très récent. Donc ça a un an. Ça a un an. Juste un petit pas de côté, un petit mot d'histoire pour revenir en arrière. Pourquoi c'est arrivé si tard en France? On peut rappeler que les États-Unis ont été, où vous avez fait votre formation en finance socialement responsable, ont été les pionniers en matière d'entreprises responsables, avec le label B Corp en 2006. Pourquoi nous, on est arrivé 14 ans plus tard avec cette loi Pacte et cette entreprise à mission? Alors, je vais essayer d'être faire court, mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'aux États-Unis, les États-Unis sont un pays où le capitalisme est roi, le capitalisme financier est roi, mais il y a aussi des entrepreneurs qui se sentaient très profondément contributeurs, qui avaient initié une nouvelle voie, ce qu'on appelle un capitalisme de partie prenante, redistributif, etc. Et le statut B Corp aux États-Unis est bien différent du label B Corp. En fait, ces entrepreneurs, en 2006, se sont regroupés autour d'un label qui s'appelle le label B Corp. Mais ce label, en fait, c'est... Je peux être impertinente un petit peu? Ce label, il n'a rien appris aux Européens. Enfin, si je suis... ce label, en fait, il permet à des entrepreneurs de se regrouper autour de valeurs communes et de comportements communs et d'afficher un niveau de responsabilité sociale élevé. Très bien, sauf qu'en Europe, on a déjà, en matière de reporting de responsabilité sociale, en plus dans des pays où les prérequis socio-environnementaux sont beaucoup plus importants que les prérequis socio-environnementaux américains. Donc, on était un peu à égalité, si vous voulez. Le label B Corp en Europe, on avait déjà un socle extrêmement solide. Là où la nouveauté s'est instaurée, c'est le statut d'entreprise à mission. Et le statut, il est protecteur en droit. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on avait aussi besoin de ça, nous, en France et en Europe. On avait une politique de responsabilité sociale. De l'autre côté de l'Atlantique, ils avaient ce label B Corp. Mais du côté, justement, des États-Unis, ils se sont aperçus que ce label, il ne protège pas. Il ne protège pas dans des moments particuliers de l'entreprise, en cas de transmission, d'augmentation de capital, de rachat. Tout simplement parce que le label, il n'est pas inscrit dans les statuts. Et si on a un statut qui permet de dire, attention, vous voulez me racheter, vous me faites le plus gros chèque, mais j'ai un statut de société à mission qui me permet certes de considérer votre offre d'un point de vue financier, mais je veux aussi des garanties sur la façon dont vous allez m'aider à poursuivre ma mission. Et c'est en ça, ça introduit en droit une protection. Alors, aujourd'hui, nous y voilà, avec la loi Pacte, on a l'entreprise à mission en France. On en est où? Combien d'entreprises se sont engagées à peu près? Alors aujourd'hui, c'est un mouvement qui est récent. D'ailleurs, il y a une communauté des entreprises à mission qui a été créée et qui reçoit, à mon avis, des adhésions à un rythme soutenu. Donc, compliqué de savoir. Je dirais qu'il y a une bonne centaine d'entreprises qui sont sur les starting blocks. Je pense qu'il y en a quasiment une petite soixantaine qui a déjà probablement le statut. Et la plus emblématique, effectivement, et la seule cotée en bourse, c'est Danone. Alors, parlons de Danone, justement, qui a été, comme vous le dites, la toute première grosse entreprise française à s'engager. C'est pas rien parce que c'est une entreprise agroalimentaire, multinationale et coté en bourse. C'était important qu'il se positionne. Problème aujourd'hui en pleine pandémie. Plan de restructuration, 2000 emplois sur les 10 000 dans le monde sont concernés pour économiser 1 milliard d'euros d'ici 2023. Quand quelqu'un comme vous qui travaille qui a participé à cette entreprise à mission entend cette nouvelle, elle se dit quoi? Alors, on a toujours su que ce statut d'entreprise à mission, il serait solide quand il y aurait des premiers cas, un peu comme celui de Danone ou de la jurisprudence, c'est-à-dire des parties prenantes qui considèrent que le compte n'y est pas et que à ce moment-là, cette entreprise qui se dit entreprise à mission, eh bien pas du tout, parce que voilà, au titre de la mission et des engagements qui doivent être pris.
moi, partie prenante, je considère qu'il y a un manquement. Et ça arrive très vite pour Danone, et c'est l'épreuve du feu. Alors, c'est le Covid. Et c'est évident que Danone, en fait, va montrer l'élasticité de ce concept d'entreprise à mission, parce que dans les engagements de Danone, il y avait aussi de la croissance inclusive. Il y avait cette volonté d'instaurer une nouvelle gouvernance. Oui. Et on voit bien, d'ailleurs, d'aller aussi vers de l'agriculture régénérative, etc. Et donc, l'introduction est intéressante, c'est vous voulez faire du bien, mais vous voulez que l'entreprise aille bien. C'est-à-dire que si l'entreprise n'est pas rentable, elle ne peut pas mettre en œuvre sa mission. Et on est dans une ligne de tension qui, à mon avis, résume aujourd'hui tous les paradoxes du capitalisme. Premier paradoxe, celui des actionnaires. On l'a dit, c'est une multinationale qui est cotée en bourse. Les actionnaires, en l'occurrence, avec Danone, ils sont très dispersés. Il y a beaucoup de fonds de pension américains. Ma question, c'est tout simplement, est-ce que sans les actionnaires, il aurait pris la même décision ? Alors, quand c'est une entreprise cotée qui demande à être entreprise à mission, il est évident que dans une entreprise cotée, c'est l'actionnaire qui a le numéro de téléphone. Les actionnaires ne sont pas aussi alignés que dans une entreprise familiale. Mais vous disiez au début qu'ils étaient eux-mêmes partie prenante de l'engagement d'entreprise à mission. Donc on est dans un... Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que non, j'ai perdu un pari, je m'étais dit, en fait, avant Danone, il n'y a qu'une entreprise cotée qui est entreprise à mission. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Laureate Education. Ok. Donc, une seule, et on voit bien que c'est un statut qui est peut-être fait plus pour des PME, des entreprises familiales ou des start-upers qui veulent démarrer avec cette page-là. Là, on voit si ça marche avec une grosse. On voit que Danone, qui avait déjà racheté WhiteWave, qui était le leader des laits végétaux bio américain, qui était une entreprise à mission. Donc, ils ont eu comme filiale pendant quelques années une entreprise à mission américaine. Et donc, ils ont décidé de passer le pas. Donc, ça veut dire que les actionnaires de Danone, ils ont été un petit peu acculturés. Et je pense aussi que le directeur général, Emmanuel Faber, a été très prosélyte. Donc, il a obtenu un vote d'ailleurs digne des républiques, je sais pas, bananières, un vote incroyable. Et donc, on peut considérer que les actionnaires ont effectivement compris qu'il était dans l'intérêt à long terme de l'entreprise de devenir une entreprise à mission. Alors le long terme, c'est ça, c'est l'autre donnée de cette problématique. On peut lui donner le bénéfice de la durée, c'est-à-dire que lui, quand il se défend en ce moment en disant « moi je veux renforcer le local force, il faut que je survive dans ce nouveau monde », la résilience pour investir dans l'innovation aussi, ce qui est important dans le secteur de l'agroalimentaire. Est-ce que vous parliez de flexibilité de l'entreprise à mission? Est-ce qu'on peut se dire finalement, oui, il faut lui laisser quelques années pour construire le modèle de l'entreprise à mission? Alors, c'est évident que l'entreprise à mission s'inscrit dans un temps long et anticipe des éléments qui vont être des prérequis dans les relais de croissance. C'est-à-dire c'est anticiper les limites de la planète, c'est-à-dire qu'on est face à un mur climatique et la transition écologique. Quel que soit le scepticisme qu'on éprouve à l'égard de ce sujet, il va falloir y aller. Donc, une entreprise à mission, elle s'affûte, en quelque sorte, face à ces nouveaux éléments. Et de l'autre côté, c'est le respect des fondamentaux sociaux, c'est le partage de la valeur. Donc, c'est qu'on travaille sur des mécanismes de création de valeur qui vont être plus respectueux des limites climatiques, et même on va faire de l'innovation. Et puis, dans le partage de la valeur, on va faire en sorte que tous les bénéficiaires puissent récolter les fruits de cette croissance. Il est évident que devenir entreprise à mission en juin et annoncer un plan de licenciement quelques mois après, c'est un très mauvais signal. Mais de mon point de vue, et je dis ça pour Danone, mais je ne les connais pas plus que ça, je pense que oui, ce sont des décisions qui vont donner leur force dans du temps long. Il faut au moins 5 ans dans du temps long, sauf qu'en face, on a le consommateur. On sait très bien qu'il est extrêmement sensible aujourd'hui au message qui est envoyé par une entreprise qui dit, moi je suis une entreprise responsable, engagée, à mission, et puis il entend par ailleurs un message complètement contradictoire. Comment il s'y retrouve ? Alors ça, c'est vraiment la bienvenue dans le monde où les informations se télescopent, où la culture économique est finalement assez faible, où le ressenti prend le dessus. Mais c'est vrai que les consommateurs et nos jeunes générations ont des détecteurs d'imposture.
ce sont des détecteurs d'imposture sur pattes. Le vernis de responsabilité, le greenwashing. Exactement. Et là, le risque, il est énorme parce que avec la RSE, on était arrivé à un niveau tel que le greenwashing, le social washing, on était saturé et ça a généré un climat de défiance, à mon avis, catastrophique au moment où, au contraire, il fallait monter en puissance. Et là, le mission washing, si on a de nouveau des éléments qui montrent à quel point c'est compliqué, toutes les meilleures ou les mauvaises raisons du monde, de remplir une mission avec un niveau d'ambition d'un groupe qui, en termes de présence sur le plan agroalimentaire, dans son secteur de visibilité, c'est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas pour les grandes entreprises qui ont une puissance de transformation, ça veut dire que c'est pour des petites, mais du coup, est-ce qu'on a la capacité d'entraîner tout un écosystème, d'entraîner toute une filière si les grandes entreprises n'y arrivent pas? Mais comment elles font, justement, alors que 95% des consommateurs disent « nous, on veut des entreprises engagées », comment font ces entreprises pour générer de la confiance ou retrouver la confiance? En fait, il y a un chemin qui est le chemin de la sincérité, de la transparence. Je crois que les consommateurs seraient beaucoup plus, à l'aise avec une entreprise, même une entreprise à mission, qui disent, écoutez, voilà, notre mission, c'est ça, on s'est fixé des engagements ambitieux, on doit en rendre compte. Et bien, c'est un voyage imparfait. C'est un petit peu ce que dit Patagonia, c'est Imperfect Journey, c'est un voyage imparfait. Là, on n'y est pas, et on n'y est pas pour telle ou telle raison. Et ça, on n'a pas pu faire autrement pour telle ou telle raison. Et donc, c'est à la fois un travail de pédagogie, de vérité, de transparence, tout au long de sa relation avec ses clients, ses collaborateurs. Et je pense que dans ces conditions, on peut tout à fait comprendre qu'il y a des circonstances dans lesquelles, eh bien, il y a des actifs, il y a des priorités, des actifs, mais qu'on ne va pas fléchir sur le long terme. Et donc, c'est cette sincérité qui est vraiment la clé de voûte de l'entreprise à mission. Donc, face au paradoxe, une communication de vérité. Pour revenir à la RSE, vous citez souvent Yuka, et vous dites elle a fait bien plus de RSE que 20 ans de RSE dans les autres entreprises, et ce, grâce aux technologie. C'est vraiment l'illustration d'une nouvelle technologie et de la révolution digitale qui a changé, qui a bouleversé les codes. En quoi cette révolution digitale, elle accélère l'engagement des entreprises responsables ? Alors, le sujet du digital, quand on le considère comme un moyen, ça peut être une formidable voie d'accélération pour le meilleur, ça peut être aussi une formidable voie d'asservissement. Et donc, verre à moitié plein, voire verre à moitié vide. Mais je vais répondre sur le verre à moitié plein. Et c'est vrai que je considère qu'on est dans une économie paresseuse. On dit toujours une économie linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait des ressources, on produit avec des ajustements financiers, techniques, et puis des déchets en quantité infinie. Donc, on ne fait pas très attention à les ressources qu'on utilise, on produit des déchets et puis on optimise, mais on pourrait optimiser beaucoup mieux. Et c'est probablement là que le digital peut venir au secours de chaînes, ça a été d'ailleurs dit dans votre émission, de supply chain, de savoir d'utiliser des ressources à bon escient, au bon moment, d'avoir, en termes de traçabilité, et là on rejoint Yuka, d'avoir toutes les garanties, de pouvoir d'éviter le gaspillage. Et dans ce sens, c'est une très bonne chose. On voit en toile de fond aussi l'énorme responsabilité que ça génère, parce que s'il y a des applications de toute évidence qui sont vertueuses sur les bâtiments intelligents qui consomment moins d'énergie, utiliser moins de gaspillage, avoir des usines qui sont plus respectueuses des normes environnementales, on voit bien que l'envers du décor, ça peut être aussi une société de surveillance dans laquelle le contrôle démocratique, que ce soit de la part des entreprises ou des États, est absolument crucial. Donc, un très beau sujet de responsabilité sociale de digital qui va monter en puissance et très fortement qui est déjà là d'ailleurs, à vrai dire. La responsabilité digitale, c'est attention à l'humain, attention à la dépense d'énergie aussi. Vous parlez de sobriété numérique. C'est quoi ce concept de sobriété numérique ? La sobriété numérique, c'est un petit peu le pendant de l'infobésité numérique. C'est-à-dire, la sobriété numérique, c'est de se dire d'abord...
dans le champ des possibles qui s'ouvre avec cette offre numérique quasiment infinie, qui nous donne d'ailleurs un sentiment de toute puissance, se poser la question, l'envers du décor, c'est-à-dire les serveurs, les consommations d'énergie, parce que on n'a pas forcément, comme on est dans une bulle virtuelle, qu'est-ce que ça veut dire pour soutenir cette économie du numérique? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'économie bien réelle sur les matériaux, assembler tous ces serveurs et toute cette dépense d'énergie? Et donc la question de la sobriété numérique, c'est de se dire, oui, mais j'ai besoin de quoi, in fine, toujours au regard des limites de la planète. Donc c'est l'usage, de ce digital. Alors comment on peut être sobre numériquement? C'est quoi pour nous, pour un chef d'entreprise, pour un entrepreneur, une bonne hygiène numérique? Alors une bonne hygiène numérique, ça peut commencer comme déjà bien ranger son bureau numérique. Donc on vous apprend les pièces jointes, attention, vous sensibilisez sur un mail, le poids carbone d'un email, des pièces jointes, etc. Donc ça, c'est vraiment une hygiène. Mais au-delà, en fait, la sobriété numérique, c'est de se poser la question avant de foncer tête baissée dans tout ce que nous promet la technologie à des horizons d'ailleurs pas si lointains. C'est de se dire, mais on a quand même une barrière climatique, c'est-à-dire qu'on doit rester en deçà des 2 degrés d'augmentation de température d'ici la fin du siècle, et que si on ouvre la boîte de Pandore numérique avec l'accès à des usages quasiment infinis, est-ce que le numérique ne va pas finir par faire plutôt partir du problème que de la solution? Donc la sobriété numérique, c'est toujours se poser la question de son usage et de ce qu'il y a derrière le décor. Donc c'est pas d'interdire, mais c'est de se dire, est-ce que là, on est sûr qu'on est bien dans les limites de la planète, et est-ce qu'on est bien dans le respect des fondamentaux sociaux? Alors justement, pour conclure cette pandémie, à la fois en termes de responsabilité des entreprises et de responsabilité numérique, vous qui travaillez sur ces questions depuis des décennies, qu'est-ce que ça change dans les décisions, les directions qui vont être prises, justement? Vous le voyez comment? Alors, la crise du Covid, est-ce que d'une certaine façon ce virus, est-ce que c'est pas un messager du futur? Au sens où il nous vient du futur et il nous dit, voilà, on vit dans un monde incertain, on vit dans un monde où les signes noirs existent, en quelque sorte, et que nous Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Dire que nous sommes très vulnérables, on est face à une vulnérabilité, et on voit bien d'ailleurs que personne n'a réellement la science et la capacité de faire face. Donc on voit que c'est de la coopération. Donc moi je trouve que c'est extrêmement positif de voir des mouvements de coopération également dans le domaine scientifique, et que là oui, on voit que ça a du sens aussi, qu'il faut avoir une vision mondiale des coopérations scientifiques. C'est aussi un signal que on n'est pas complètement possesseur de la nature, donc il faut se rappeler qu'on fait partie de la nature et qu'on ne la domine pas. Donc c'est aussi une leçon d'humilité, donc de la coopération, de l'humilité, et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on apprenne à gagner en immunité au sens des entreprises plus résilientes, précisément, pour absorber des chocs qui risquent d'être des chocs climatiques, des chocs écologiques, mais des chocs sociaux et peut-être aussi des chocs démocratiques. Leçon d'humilité, leçon de résilience et une épreuve du feu, peut-être, on l'espère, pour le meilleur. Merci d'être venu nous donner votre regard d'experte sur ces questions très lourdes d'engagement, de responsabilité. Merci infiniment, Geneviève Creuset. Merci pour votre invitation. Oui, ça continue maintenant et tout le temps. Quand vous voulez, abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez tous nos chroniqueurs, tous nos invités. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages et nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.